peut-être commencer par les élections. Avec moi, ce qui me paraît être le point central de ces élections, par rapport à celles de 2014, celles de 2020 sont des élections particulières avec la crise sanitaire, c'est finalement que l'abstention continue à gagner du terrain et que cette élection municipale, qui était une élection préférée des Français avec la présidentielle, eh bien, elle-même, il y a un désamour aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est lié à la nouvelle loi électorale pour les petites communes ? Est-ce que ça, d'ailleurs, cette même loi électorale explique que finalement, les seuls lieux où il n'y a pas de baisse de la participation par rapport à 2014, c'est sur Paris, Lyon, Marseille, PLM. En tous les cas, voilà, moi je dirais, le grand vainqueur, encore une fois, c'est pas nécessairement le Rassemblement national. Je m'en rends compte, c'est d'abord l'abstention. Très peu, nombreux, sont les maires qui seront élus par une majorité du corps électoral en France demain. Oui, je pense que c'est très important. Je reviendrai tout à l'heure sur le grand vainqueur n'est pas du tout le Rassemblement national, mais ça, j'y reviendrai dans un instant, parce que là, je prends le contre-pied de ce que l'on entend beaucoup. S'agissant de ces élections, effectivement, vous avez raison. Le point numéro 1 à signaler, c'est que on est passé à 44% d'abstention. J'ai publié sur mon compte Twitter l'évolution de l'abstention depuis 1977. Et à la seule exception, effectivement, de 2020 que vous avez signalé, parce que là, il y avait une abstention record de 55% à cause du Covid, à cause du confinement. Donc ça, il faut l'évacuer. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais si on met ça de côté, on a une évolution continuellement croissante de l'abstention. Et j'allais même dire que depuis le début du XXIe siècle, depuis 2001, on a une évolution qui n'est même plus linéaire, qui est exponentielle. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est pourquoi est-ce que ça se situe comme ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, vous l'avez souligné, alors il y a de façon générale un certain désaveu de la politique politicienne, ça c'est bien exact, mais il y a aussi un objectif qui a été patiemment, minutieusement mis au point par Sarkozy, puis Hollande, puis Macron. Depuis 2008, il y a eu toute une série de mesures qui ont fait que progressivement, on a retiré aux Français dans les communes rurales la possibilité de choisir. Jusqu'en 2008, on avait, dans les communes de moins de 3500 habitants, il n'y avait pas de liste. Alors, il pouvait y avoir une liste proposée par le maire sortant, par exemple, avec le nombre de conseillers municipaux nécessaires, mais ça n'était pas obligatoire. Donc, vous pouviez avoir quelqu'un qui se présentait tout seul, qui présentait sa candidature. Vous pouviez avoir 3-4 copains qui se présentaient, etc. Bref. Et donc, lorsqu'il y avait l'élection, dans les communes de moins de 3500 habitants, les électeurs, tout le monde se connaît, hein, surtout alors dans les villages de moins de 800 habitants, tout le monde se connaît. Il y a des gens, il y a des inimitiés, il y a des sympathies qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la politique, au passage, enfin qui n'ont pas forcément à voir avec la politique. Et donc vous aviez ce qu'on appelait le panachage, c'est-à-dire que les gens allaient, et puis ils biffaient les noms, par exemple, sur la liste du maire sortant, puis ils entouraient un autre, et puis éventuellement ils rajoutaient à la main. Enfin, c'était vraiment la démocratie vivante, en fait, qui pouvait exister. Or, ceci, comme je le disais, depuis 2008, a été progressivement raboté. À partir de 2014, les pouvoirs publics ont décidé d'abaisser à 1000 ce seuil, c'est-à-dire que les communes entre 1000 et 3500 obligatoirement avaient un scrutin de liste avec la liste obligatoirement le nombre de conseillers municipaux à remplir, ce qui, pour des petites communes, n'est pas si facile que ça à réunir. Plus la commune est petite, plus c'est difficile. Donc ça, c'était en 2014. En 2020, pour les communes de plus de 3500 habitants, il y a eu la parité obligatoire, ce qui n'est pas évident non plus pour les petites communes. Et puis depuis 2026, alors là, ça a été la suppression, c'est la loi de 2025, ça a été la suppression de toute possibilité pour tout village, même les plus petits, d'avoir le panachage, c'est-à-dire que désormais, c'est forcément des listes avec l'ensemble des conseillers municipaux qui doivent se présenter et des listes à parité, c'est-à-dire homme-femme, homme-femme.
Alors, vous imaginez que dans des villages de 500 habitants, où il y a, par exemple, je connais mon village dans la Nièvre, il y a à peu près 500 habitants, j'ai regardé les résultats, il y a eu 341 votants. Pour trouver, dans cette commune, il devait falloir trouver, je pense, 11 conseillers municipaux, hommes-femmes. C'est déjà pas facile de trouver autant de femmes, enfin, parce que vous savez, ces lois de discrimination positive ont été prises parce que justement, les femmes, il y a une petite forme d'autocensure des femmes qui hésitent davantage que les hommes à se mettre sur des listes électorales et à concourir. D'où ces lois de discrimination positive. Mais pour des petits villages, c'est pas évident de trouver une liste, mais alors a fortiori en trouver deux. Et plus le village est petit, plus c'est difficile. Le résultat des courses, c'est que il y a eu 68% des communes de France, 68% des communes de France, j'insiste, 24 000 communes où cette année, il n'y a qu'une seule liste que l'on ne peut pas modifier. C'est-à-dire que vous allez voter, mais c'est obligatoire, vous ne pouvez voter que pour la liste, enfin c'est la Corée du Nord si vous voulez. Alors ça, c'est parce que on peut comprendre le scrutin de liste dans les grandes villes, parce que là les gens ont le choix entre des listes, mais dans des petits villages où c'est difficile de monter des listes, vous n'avez plus le choix. Alors, dans l'esprit du législateur, c'était extrêmement pervers, parce qu'il avait été, comment dirais-je, envisagé, alors c'est peut-être le ministère de l'Intérieur ou des observateurs, enfin, avait estimé que, vous savez qu'il y a 34 900 communes en France, disons 35 000. Il avait été envisagé qu'il y aurait 1500 à 2000 communes parmi les plus petites qui n'arriveraient même pas à déposer une liste. Ça avait été envisagé, et la conséquence de ça, c'était que une commune qui ne peut pas déposer de liste, eh bien, elle disparaît, elle est fusionnée forfaitairement, obligatoirement, par la préfecture. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que dans l'esprit du législateur, le premier objectif, c'était de faire tomber au tapis sur les 34 900 communes françaises, d'en faire tomber 1500. Ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire qu'il y a eu un réflexe de patriotique communal, si l'on peut dire. Moi, j'en connais beaucoup d'exemples. J'ai les remontées du terrain de maires qui parfois sont des maires très âgés. Il y a eu des maires de des octogénaires qui se sont présentés. Je crois même qu'il y a des nonagénaires, quelques-uns qui se sont présentés. Des maires très âgés, mais qui se sont dit, je ne peux pas être le responsable de la suppression d'une commune qui existe depuis 1790. Enfin, il y a eu un sursaut. Il y a eu des femmes qui se sont dit la même chose dans des petites communes. Et au lieu des 1500 à 2000 communes qui devaient tomber cette fois-ci, il n'y en a eu que 68. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est un échec dans l'objectif poursuivi. Certes. Il n'y a que 68 communes qui n'ont pas pu présenter de liste et donc qui vont disparaître. Ça, c'était le premier objectif. Mais le deuxième objectif, c'est que, comme je l'ai dit, c'est plus la commune est petite, plus c'est difficile d'avoir une liste complète avec hommes-femmes, parce que les gens n'acceptent pas forcément dans un village d'être sur la même liste qu'un tel ou un tel. Hein. Et les femmes ne veulent pas forcément y aller, etc. Donc ça devient très difficile. C'est devenu difficile au point que il y a donc 68% des communes de France où il n'y avait qu'une seule liste. J'insiste, hein, je viens de le dire, 24 000 communes. Alors je vois par exemple dans mon village de la Nièvre que je citais, il y a à peu près 5 à 600 habitants, il y a eu 314 votants, il y avait qu'une seule liste, il y a eu quand même 64% de participation, c'est une baisse, mais il y a quand même eu 64% des électeurs qui sont allés pour une seule liste. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que le maire sortant, qui représentait, a eu 100% des voix. Ben oui, dans toutes les communes où il n'y a qu'une seule liste, le maire a 100% des voix. Voilà, vous vous rendez compte quand même que dans plus de 2 tiers des communes de France, le maire est élu à 100% des voix. Oui, c'est ça. Même Kim Jong-il n'aurait pas arrivé aussi bien. C'est incroyable. Et dans ma petite commune, il y a eu 314 voix, 314 électeurs, mais seulement 274 de suffrages exprimés. C'est-à-dire que il y a eu à peu près une quarantaine de bulletins blancs et nuls. Ça fait 13,2% des bulletins blancs et nuls, ce qui est une explosion. Pourquoi y a-t-il des bulletins blancs et nuls? Parce que, alors malheureusement, j'ai cherché, là, avant cette émission, le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas diffusé le pourcentage des blancs et nuls au niveau national.
Mais ça veut dire que dans cette petite commune que je connais, qui à mon avis est tout à fait typique, puis c'est le raisonnement. J'ai fait une vidéo que j'ai sortie samedi, que tout le monde peut aller voir, d'ailleurs peut se rendre compte que ce que j'avais dit c'est réalisé, ce que mon analyse s'est révélée tout à fait exact. J'avais anticipé qu'il y aurait une montée de l'abstention, c'est normal, parce que les gens n'ont pas envie d'aller voter pour une seule liste. Et deuxièmement, j'ai anticipé, alors on attend au niveau national, mais dans cette commune, c'est le cas. En gros, il faut savoir qu'en 2020, les blancs et nuls au niveau national, c'était à peu près 3 à 4%. Voilà. Et il est possible que ça bondisse à 13 ou 14%. Pourquoi ça bondit? D'une part, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont allés voter en se disant c'est mon devoir civique, il faut que j'aille voter, mais je ne trouve pas normal, je déteste ce maire, j'ai pas envie de voter pour lui, et donc qui ont pu voter blanc. C'est ça. Ou d'autres ou des personnes très âgées qui n'ont peut-être pas parfaitement compris les nouvelles règles et qui ont commencé à ajouter des noms comme ils avaient l'habitude de le faire depuis des décennies, en fait. Et s'ils ont commencé à biffer des noms et à en rajouter, le bulletin est nul. Voilà. Donc on devrait avoir, au niveau national, une montée de l'abstention. On a la plus forte abstention, mis à part 2020, depuis 1977. On est à 43-44% d'abstention. On devrait avoir une explosion du nombre des bulletins blancs et nuls. Et on a donc, dans plus de 2 tiers des communes de France, le maire est élu avec 100% des voix. Ce qui fait d'ailleurs au passage que ce matin, ce lundi matin, sur les 34 950 communes de France, il y a 32 500, 32 800 maires qui sont déjà élus. Mais oui. Le plus gros est fait. Il y a 90% des élections qui ont déjà eu lieu, dont, encore une fois, 68% sans débat. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Alors, il faut ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que dans les départements les plus ruraux, avec des personnes très âgées, il y a quand même une participation. Parce qu'il y a des gens qui ont plus de 75, 80, 90 ans, qui ont l'habitude, depuis des décennies, de voter et qui sont allés se déranger pour voter. Mais il est évident que dans 6 ans, ou dans 7 ans, puisque ça sera sans doute pas, vous savez, à cause de la présidentielle de 2032, il y aura probablement une loi qui reportera à 2033 l'élection municipale suivante, enfin on verra. Donc, à la prochaine élection municipale, dans 6 ou 7 ans, il y aura des personnes âgées qui malheureusement seront décédées, il y aura des jeunes qui seront entrés dans le parc des électeurs, et il y a beaucoup de gens qui vont se dire, je ne veux pas aller voter pour une seule liste, c'est quoi ce bins? Et ceci dans 6 ans suivants également. Donc normalement, la dynamique qui est ainsi créée est une dynamique terrible, c'est que normalement, on a créé les conditions pour que l'abstention non seulement augmente, mais augmente de façon exponentielle. Et peut-être que dans 18 ans, dans 2 ou 3 élections municipales, le taux de participation dans les petites communes rurales sera tombé à 10 ou 15%. C'est tout à fait possible. Et donc, à ce moment-là, il sera facile au pouvoir public de dire, écoutez, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Autant, finalement, que le préfet nomme les personnes qui veulent être candidates. Voilà. Et donc, on est vraiment face à quelque chose qui est très attentatoire à la démocratie. Et l'échelon terminal, ça sera de dire, finalement, on peut supprimer les communes. En fait, on va rattacher tout ça. Alors, cette analyse-là, excusez-moi de le dire, mais je pense que c'est la plus fondamentale et personne n'en parle. Enfin, il me semble que je suis le seul à en parler. Personne ne parle de ça qui est une destruction savante, vicieuse, perfide, sournoise des petites communes françaises et de notre démocratie. Donc ça, je crois que c'est vraiment le premier des enseignements à tirer. Donc, parité, liste complète, et bien résultat aussi, dans des centaines de villages, il n'y a plus de maire aujourd'hui. Voilà, alors il y a quelques... Pas beaucoup quand même, mais il y a... non, je vous dis, il y a quand même ce ressort, il y a quand même eu beaucoup moins de communes que l'on pensait où il n'y a pas eu de liste. Encore une fois, il n'y en a eu que 68. Mais il est possible que la prochaine fois, il y en ait davantage encore, parce qu'en fait, on dégoûte les gens. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je vais vous montrer le paradoxe. Imaginons, par exemple, que la prochaine fois, ça ne soit pas uniquement des listes à parité, mais toutes ces discriminations positives. Alors, ce qui est vicieux, c'est que c'est présenté sous forme de modernité.
Après, on va me dire comment vous êtes contre la participation des femmes aux élections. Je ne suis pas du tout contre la participation des femmes. Mais plus on met de contraintes, plus ça devient impossible de faire des listes. C'est que c'est aussi simple que ça. La prochaine fois, on pourra dire, par exemple, qu'il faudrait qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait, je sais pas, un tiers des listes qui sont des personnes qui ont été naturalisées français récemment. On pourrait demander qu'il y ait, je sais pas moi, des personnes qui soient LGBT ou non binaires. On pourrait demander qu'il y ait tant de pourcentage de jeunes, tant de pourcentage de... Non, ça deviendra ingérable, en fait. Et à chaque fois, on pourra dire, vous comprenez, c'est normal, c'est pour favoriser la promotion. Donc, imaginez qu'on ait ça au niveau national, on aurait bientôt pratiquement plus le choix, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, sous couvert de modernité, on est en train d'assassiner la démocratie. C'est extrêmement vicelard. J'en profite pour dire que nous, si on est élu en 2027, nous, on reviendra au système d'avant 2008 qui donnait satisfaction générale. Hein. Puisque, encore une fois, et là je touche à un autre sujet dont j'ai souvent parlé, l'objectif poursuivi par les pouvoirs publics, c'est de tuer 20 000 communes en France, parce que les gens partent du principe qu'il y a trop de communes en France. Voilà, il y a trop de communes. Bon, mais en quoi c'est mal qu'il y ait trop de communes, en fait? Puisque la multiplicité des communes est extrêmement... C'est très bon marché, puisque les maires gagnent... Leur rémunération a été un peu augmentée. Je crois que maintenant, ils peuvent gagner jusqu'à à peu près le SMIC. Mais il y a beaucoup de maires qui ne se servent pas le SMIC. Moi, j'ai connu des maires, j'ai rencontré des maires récemment qui gagnent 500, qui se servent 500 € par mois, alors qu'ils sont taillables et corvéables à merci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Quant aux adjoints, eux, c'est tout à fait bénévole. Et donc actuellement, on a un système de maillage très fin auquel les Français sont extrêmement attachés. Je l'ai dit tout à l'heure, ils se sont mobilisés pour que leur commune ne meure pas cette fois-ci. Donc il y a un système de réticulé, comme de très fin de réseau avec plein de petites communes qui coûtent pas grand-chose, qui coûtent pas cher, et où vous avez des gens qui bénévolement, pour l'essentiel, font marcher la commune, s'occupent des gens. S'il y a eu s'il y a un nid de poule qui s'est créé sur un trottoir, tout de suite le maire est averti, donc il fait venir, je sais pas quoi, une société ou des services de l'intercommunalité qui vont réparer ça. S'il y a une personne âgée qui habite dans un hameau un peu éloigné du bourg, que l'on n'a pas vu depuis 3-4 jours, il va y aller, ou un de ses adjoints va aller voir pour voir si tout se passe bien, si la personne n'a pas besoin d'aide, etc. Donc ça, c'est ce service de proximité qui est vraiment la quintessence de la démocratie. Mais si on supprime la commune, si on supprime ce poste et qu'on rattache ça à une grande commune qui se situe à 25 km de là, c'est l'objectif même d'ailleurs des intercommunalités, hein, dont l'objectif, je l'ai rappelé, c'est d'avoir la même congruence administrative que l'Allemagne ou que les États-Unis d'Amérique avec des comtés. Eh bien, si on a ça, on aura à 25 km de là, il y aura un politicien professionnel dont les horaires de travail, ça sera du lundi 9h au vendredi 18h, qui ne connaîtra pas les administrés, puisqu'il y aura 25 ou 30 communes qui auront été fusionnées, qui sera donc loin du terrain, et qui évidemment se fera payer, puis il y aura des adjoints qui se feront payer, puis des services, etc., etc. Donc au total, ça coûtera beaucoup plus cher, et pour un service qui sera très, très, très dégradé. Voilà. C'est ça, en fait, l'objectif qui est poursuivi. C'est tout ça par mimétisme et par volonté purement idéologique de se fondre dans des États-Unis d'Europe avec des comtés, la suppression des départements, des régions qui ont la taille des Länder allemands, et puis les États-Unis d'Europe. Bon, j'ai expliqué ça dans ma conférence sur les eurorégions. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour voir la débilité du truc, c'est comme si on disait, voilà, finalement, il y a beaucoup trop de fromage en France. Il y en a, je sais plus quoi. De Gaulle disait 365. Maintenant, le nombre a explosé. Il suffit d'aller dans une fromagerie. Bon, c'est pas raisonnable. Donc, il faut fusionner les fromages par paquet de 60. Voilà. Et pourquoi? Au contraire, c'est la diversité. C'est quand même très bien. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le premier enseignement, qui est un enseignement lourd et à long terme sur les élections municipales. Mais il y a des enseignements. Alors, il y a maintenant un autre, François, un autre aspect que j'aimerais qu'on développe, c'est, je dirais, là où il y a en effet plus de 90% des villes où vous aviez une seule liste et un maire élu à 100%, ou en tout cas 2 listes
et donc un seul tour, vous avez encore des seconds tours qui vont être disputés dans un certain nombre de villes, dont Paris, Lyon, Marseille, mais aussi Nantes, mais aussi d'autres villes encore qui sont fortement contestées avec eh bien vous avez les maires sortants déjà. Il y avait eu la dernière fois, on le rappelle, une vague verte et rose. Aujourd'hui, ils sont contestés, ces maires, on le voit. Est-ce qu'ils se maintiendront? C'est un des éléments du second tour. Vous avez donc l'alliance ou pas entre la gauche et l'extrême gauche. Ça, c'est un des points d'interrogation de ce second tour. Et puis, le second point, c'est le Rassemblement national, je dirais, Rassemblement national, dont on dit qu'il progresse, mais cette progression, si c'est le cas à Marseille, par exemple, elle reste relative. Quant si on y ajoute l'abstention et un succès qui, pour moi, est tout de même relatif. Mais votre analyse, eh bien, nous l'écoutons et nous l'attendions, François. Alors, la première chose, c'est que l'on assiste à ces élections, comme c'est très souvent le cas au municipal, à une formidable prime aux sortants. Ce qui est difficile, c'est de devenir maire. Et une fois que vous êtes maire, ça va, c'est bon. C'est très vrai. Voilà. Donc, on le voit à de nombreuses reprises. On le voit, par exemple, à Paris. À Paris, c'est la première fois qu'Emmanuel Grégoire se présente, mais il est l'héritier d'Hidalgo, qui était elle-même l'héritière de Delanoë. Il y a eu un changement, il y a eu un tremblement de terre, ça a été lorsque Delanoë a battu Tibéri, ça a été la fin de la chirarchie à Paris, mais depuis lors, la gauche s'est vraiment bien implantée à Paris, et contrairement aux anticipations qui avaient été faites, des sondages d'ailleurs complètement bidouillés, vous avez vu les résultats, Emmanuel Grégoire fait quand même un excellent score à 38% des suffrages, et Rachida Dati ne fait que 24, je crois, quelque chose comme ça. Bon, donc c'est quand même un peu la douche froide pour Rachida Dati. C'est également la douche froide pour Sarah Knafo, parce qu'on nous avait expliqué que Sarah Knafo, elle a eu droit à une propagande inouïe, Sarah Knafo. Moi, elle a eu plus de médias en 6 mois que je n'en ai eu en 19 ans. Moi, j'en ai aucun. Mais Madame Knafo, il y a des gens qui la voyaient élue dans un fauteuil. Elle fait 10,4. Avec, oui, des sondages très flatteurs. C'est la preuve que ces médias qui l'ont mis en avant sont les mêmes qui produisent des sondages bidonnés, voilà, en la mettant très au-dessus du score qu'elle a réellement fait. Voilà. N'oublions pas quelque chose, d'ailleurs, puisqu'on en parle de Madame Knafo, c'est que Zemmour, dans Paris, à la présidentielle 2022, avait fait 8,2. Et là, elle fait 10, je sais plus combien, 10,2, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'elle a augmenté le score de Zemmour de 2 points. C'est pas mal. Enfin, compte tenu, elle a eu le TF1 20h. Elle a eu le TF1 20h. Elle a eu une propagande inimaginable. D'ailleurs, au passage, contre Mariani du RN, lui n'a rien eu. Il s'en est d'ailleurs plein, mais je vais y revenir. Elle a eu une propagande inimaginable et au bout du compte, elle fait plus 2 points alors que le FN, qui faisait 4,5, tombe à 1,5. C'est-à-dire qu'en fait, Mme Knafo, elle a réédité le score de Zemmour et elle a grignoté 2 points sur le FN. Voilà. Donc tout ça pour ça, en fait. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui pensaient que c'était une révolution, un phénomène extraordinaire, non, pas du tout. D'ailleurs, de façon générale, je vais y revenir, les candidats CNews se ramassent une raclée. Bon. Donc ça c'est un premier point qui est important. C'est qu'il y a une prime au sortant, et à Paris, je suis désolé, Madame Knafo, elle arrive quand même derrière, comment s'appelle-t-il, Grégoire, qui fait 38, derrière Dati, qui fait 24, derrière Chikirou, LFI, qui fait quand même... Alors elle a été aussi assez invisibilisée, c'est le moins que l'on puisse dire. On l'a jamais vue sur les médias nationaux pratiquement, ou alors, pour en dire les pique-pendre, elle a fait 11,8 ou 11,9, et en 4e position, vous avez Bournazel qui représentait Horizon et qui arrive à 11,3. C'est-à-dire que Madame Knafo, d'ailleurs, on s'est demandé pendant toute la soirée si elle allait dépasser les 10. Je signale d'ailleurs au passage, quand on connaît un petit peu Paris, moi j'ai été élu de Paris, d'ailleurs quand moi j'avais été élu de Paris avec l'étiquette de Pasqua Tibéri, c'est une vieille histoire, en 2001, moi j'avais fait 11,3% au premier tour et 15,8% au deuxième tour, soit dit en passant. Hein. Donc je le signale pour les gens qui disent que le phénomène Knafo, non, il n'y a pas du tout de phénomène Knafo. En fait, elle a beaucoup irrité, et je pense d'ailleurs, mais je vais y revenir,
que la situation internationale, plus le discours ultra pro-israélien, ultra communautariste, a joué au détriment de Madame Knafo et, comme on va le voir tout à l'heure, à l'avantage de LFI. Mais je reviens donc à ce que je disais sur les maires sortants. On a vu que pour le RN, Louis Alliot est réélu du premier coup, David Rachlin du premier coup à Fréjus, Louis Alliot à Perpignan, et Steve Briouat à Hénin-Beaumont. Très bien. Mais si vous regardez, ils font le même score que ce qu'ils avaient fait en 2020. Alors, pour être précis, Louis Alliot avait fait, je crois, 35 ou 36% au premier tour et 50,8 au deuxième tour. Et là, il fait 50,8 dès le premier tour. Voilà. Donc, je ne sais pas si on appelle ça consolider. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est de devenir une première fois maire, puis après, vous êtes reconduit. Donc, Louis Alliot, c'est un beau résultat, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça ne traduit aucune progression, en fait. Pareil pour David Rachlin à Fréjus, et pareil pour Hénin-Beaumont, il a 77,7%, ce qui est considérable quand même, mais c'est le score tout à fait comparable à ce que Steve Briouat avait fait il y a 20 ans. Et puis, on parle d'une ville avec quelques dizaines, il y a 10, je sais plus, 10 ou 20 000 habitants. On parle pas, c'est pas quelque chose de très, très important. Donc, il y a cette prime aux sortants que l'on voit avec les écolos. On pensait que les écologistes allaient se ramasser des scores épouvantables. Ça n'est pas exact. C'est pas exactement le sujet. Bon, alors faudrait entrer dans le détail parce que chaque cas est un cas particulier. Mais ça, c'est quand même un des premiers enseignements, la prime aux sortants. Il y a un deuxième enseignement qui me paraît très important, c'est que le RN, contrairement à ce que j'entends partout, fait pas des scores mirobolants. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Je vais vous attirer votre attention sur les auditeurs pour quelques statistiques qui sont quand même tout à fait impressionnantes. Il faut savoir que comment dire. Attendez que je reprenne parce que j'ai noté pour ne pas voilà. Qu'il y avait. Attendez, je reprenne ça. Je crois que je l'ai envoyé là. Bon, il faudra parler à un moment donné du résultat à Marseille. Il y avait le nombre de villes en France avec une liste Rassemblement national. Il y a 34 900 communes, 35 000 communes. Le nombre de villes avec une liste Rassemblement national, alors c'est normal qu'il n'y en ait pas dans les petits villages, il n'y en a pas. Pas plus RN que PS. Donc dans l'écrasante majorité des petits villages, il n'y a pas de liste avec une étiquette. Mais dans les grandes villes, dans les villes moyennes et grandes, oui. Donc en 2014, le RN avait présenté 600 listes. En 2026, 405. C'est-à-dire que M. Bardella n'a pas été capable de présenter plus que 2/3 de ce que le RN avait présenté en 2014. Le RN a été absent d'un quart des 100 villes les plus peuplées de France. Ou alors il s'est mis avec l'UDR de Ciotti, il a disparu. Voilà, mais par exemple à Nice, est-ce qu'on peut dire que le score de Ciotti, qui est un score très élevé, qui va probablement être élu, est-ce qu'on peut dire que Ciotti est un candidat RN? Il est candidat UDR et vous savez, parce que les médias nationaux n'en ont pas beaucoup parlé, que Ciotti a combattu, s'est présenté, a soutenu, par exemple, il a soutenu Lisnard à Cannes contre le candidat du RN. Ciotti, il a pris, c'est incroyable, tout en étant dans la nébuleuse RN, il y a toute une série de villes, notamment dans le sud de la France, où Ciotti a appelé les électeurs à voter contre le candidat du RN et pour un candidat qui faisait partie de ses amis. Oui. Et par exemple, parmi les villes où il n'y a pas le candidat du RN, ben vous avez des villes très importantes ou moyennement importantes, comme par exemple Montigny-lès-Metz, Nancy, Roanne, etc., etc. Donc, j'avais une statistique que je ne sais plus où ce que j'en ai fait, mais qui était également voilà. Par exemple, en Moselle, qui pourtant il y a 4 députés RN en Moselle, parce que ça c'est un scrutin national. En Moselle, il y a 725 communes et il n'y a eu que 8 listes RN.
8 listes. Il n'y a pas de liste dans la région, dans le Grand Est, il n'y a pas de liste RN à Nancy, il n'y en a pas à Thionville, il n'y en a pas à Sarrebourg, il n'y en a pas à Bitche, il n'y en a pas à Montigny-lès-Metz, il n'y en a pas dans d'autres endroits comme par exemple Roanne, etc., etc., etc. Voilà. Même à Lyon, d'ailleurs, non plus. À Lyon, il y a un extrême droite. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, sur les scores, c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'on nous dise que c'est un grand succès pour le RN. On va prendre quand même un certain nombre de villes. À Toulouse, le RN fait 5,38. À Nice, le RN n'existe pas, il y a Ciotti qui fait 43%. Je l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment un score RN? C'est pas évident. À Nantes, le RN fait 4,57. À Montpellier, le RN fait 7,26. À Strasbourg, le RN, Virginie Joron, fait 7%. Je rappelle par exemple à Strasbourg, en 1999, sauf erreur de ma part, 1994, il y avait eu des élections municipales. Il y avait le candidat de l'UFN, s'appelait Robert Spiller. Il avait fait 14% au premier tour. Hein. C'est-à-dire qu'en 30 ans, le FN a divisé son score par 2 à Strasbourg. Pourtant, Madame Virginie Joron, qui est l'une des plus compétentes qu'il y a au RN. À Bordeaux, le RN fait 7,02. À Lille, Mathieu Vallet, dont on nous avait beaucoup parlé, c'est un policier, il fait 10,9. Il est très, très, très largement distancé par LFI au passage, comme d'ailleurs dans toutes ces villes, je vais y revenir tout à l'heure. À Rennes, le RN fait 6,67 et à Paris, le RN fait 1,6. Et on nous dit que Bardella va faire 38% à la présidentielle, alors que dans la plupart des grandes villes de France, à l'exception en effet de quelques villes très choisies sur lesquelles on focalise l'opinion, qui est Marseille, mais je vais revenir, à part Marseille, Fréjus, Toulon et Perpignan, en réalité, je suis désolé. Vous savez, par exemple, que la ville de Paris contient plus d'électeurs que 20 départements ruraux. Comment est-ce que le RN peut faire 1,6% à Paris? Et vous avez vu toutes les villes que j'ai citées, il est aux alentours de 7 ou 6. C'est incroyable. Donc, je peux vous dire ici que c'est un mensonge absolu, le score qui est donné à la présidentielle pour Bardella. C'est faux. Ils sont pas capables. François, si vous me permettez, François, quand même une objection, un questionnement sur lequel vous allez pouvoir répondre, c'est que l'on dit du RN que c'est un parti de la France périphérique et des ruraux. Or, je vais vous donner un exemple pas loin de chez moi, à Vierzon. En effet, le Rassemblement national est en tête et va peut-être battre la mairie communiste. C'est-à-dire que vous avez... et puis Paris, c'est l'exception parisienne. On a bien vu le score d'Anne Hidalgo à la dernière présidentielle, qui était maire de Paris. J'ai envie de dire que on voit ça signifie surtout, moi me semble-t-il, et des chiffres, et c'est important ce que vous dites. Et en effet, ça n'a pas du tout été souligné hier. C'est que dans les grandes villes, aujourd'hui, du fait de la boboisation des grandes villes françaises, le Rassemblement national fait des scores minables. Aujourd'hui, la France du Rassemblement national, elle est dans la ruralité et elle est dans la France périphérique. Vous ne croyez pas? Alors, oui, il y a une partie de vrai, c'est vrai dans ce que vous dites, mais le score de Vierzon, par exemple, c'est abusivement que vous l'attribuez au Rassemblement national. C'est l'union des droites. Donc, il y a le RN, il y a le Reconquête, il y a DLF, donc c'est un cas très, très... En plus, c'est un beau score. Sauf un de ma part, c'est un policier qui est très connu, etc. Puis Vierzon, c'est Vierzon. Là, ce dont je parle, j'insiste sur ce que j'ai dit. Il y a plus d'électeurs dans Paris que dans 20 départements ruraux. Donc vous pouvez dire que c'est dans la ruralité, c'est vrai, mais c'est colossal ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un candidat qui prétendument fait 38% des suffrages, comme le dit l'IFOP, alors que dans toutes les grandes villes que j'ai citées, le RN est entre 1 et 7. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça veut dire que le sondage de l'IFOP de M. Dabi est un sondage qui promeut outrageusement Bardella comme il a promu outrageusement Madame Knafou. Voilà. C'est ça ce que je pense très profondément. Et je dis que, d'ailleurs, c'est pas nouveau. Rappelez-vous qu'à chaque élection,
C'était pas vrai dans les années 70, 80, 90. Hein. Dans les années 80, le Front National était systématiquement minorisé dans les sondages. Il faisait toujours mieux. Mais ça a bien changé. Depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, notamment depuis en tout cas l'arrivée de Madame Le Pen à la tête du FN qu'elle a transformé en RN, maintenant c'est l'inverse. Rappelez-vous les dernières élections régionales, on devait avoir Monsieur Mariani, vous savez, qui devait remporter la région PACA. Bon, il avait fait un gros score, mais il avait été quand même complètement battu. Et on avait complètement sous-estimé le poids des partis traditionnels où on vote parce qu'ils sont implantés depuis des années. Moi, ce que je voudrais dire en même temps, c'est que mes commentateurs politiques, à mon avis, cachent la réalité. La réalité, ce sont les scores de LFI. Les scores de LFI, j'ai vu Le Monde qui dit une forte dynamique pour le RN. Je conteste ça. Je le conteste avec tous les chiffres que je viens de donner. Et qui disent quelques bons succès pour LFI. Mais c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les quelques succès, d'ailleurs, le RN, Madame Le Pen, le soir, a dit le RN avait gagné des mairies, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'ils aient gagné une mairie significative. Ils ont même pas consolidé leur truc. Ils ont eu Fréjus, comme je l'ai dit, Hénin-Beaumont, Perpignan et Beaucaire dans le Gard. Voilà. Mais qui étaient et ils ont fait ça. Bon. Peut-être qu'effectivement, Nice va être pris par Ciotti, mais encore une fois, Ciotti, il n'est pas RN, il est UDR, et la ville de Nice a été une ville qui avait envoyé Jacques Perrat, qui était un coup RPR, un coup Front National. Rappelez-vous. Donc, moi, je ne vois pas de dynamique pour le RN. Je vois au contraire quelque chose qui est très décevant pour le RN. Mais LFI, et je suis désolé, je ne dis pas ça, je ne suis pas un militant LFI, on me connaît, ni un militant RN, mais je crois qu'il faut toujours que les Français voient la vérité. LFI fait des scores, excusez-moi, c'est quand même très impressionnant. Parce que étonnant, alors qu'il y a eu une véritable marée de contestation de LFI. Tous les médias, il y a eu un bashing de LFI, et il faut bien reconnaître qu'il résiste très bien. Alors qu'on le disait, c'est le parti des assassins, c'est le fascisme rouge. Preuve qu'encore une fois, un certain nombre de Français n'écoutent pas les vogues médiatiques. Mais c'est pas qu'ils résistent. Ouais, vous avez vu qu'en Île-de-France, LFI a remporté la ville de Saint-Denis, qui est la deuxième ville la plus peuplée d'Île-de-France après Paris. Exactement. La ville des rois de France, qui a été prise par un LFI qui est un Français d'origine malienne. 51% des suffrages du premier tour. Ouais. LFI. À Toulouse, LFI fait 27, il arrive en deuxième position avec 27,56, à comparer au RN qui fait 5,38. Et à comparer aussi au passage à Reconquête, j'y reviendrai tout à l'heure, Arthur Cotterell, il y avait une alliance Reconquête, Debout la France de Dupont-Aignan, ils ont fait 1,2. À Nice, LFI fait quand même 8,95%, alors que Reconquête ne fait que 1,8 au passage. Donc c'est le cas particulier de Nice. À Nantes, LFI fait 11,2, le RN 4,57. À Montpellier, LFI fait 15,36, le RN 7,26. À Strasbourg, le LFI fait 12,03, le RN, j'en parlais de Madame Joron, ne fait que 7. Donc le RN est en chute libre à Strasbourg. À Bordeaux, LFI fait 9,36, le RN fait 7,02. À Bordeaux, qui est quand même une ville bourgeoise. À Lille, le LFI, ça c'est une des grandes surprises du scrutin d'hier, le LFI, qui est représenté par une dame qui s'appelle Madame Lawaria Adouche, elle fait 23,4%. Elle talonne le PS qui est à 20, le maire PS sortant qui est à 26. Madame Adouche fait 23,4. Mathieu Vallet du RN fait 10,9. À Rennes, le LFI fait 18,6. Monsieur Julien Masson du RN fait 6,67. À Paris, Chikirou fait 11,7. Le RN fait 1,6, comme je l'ai dit. À Marseille, il y a Franck Alizio qui fait 35%. Donc c'est un des sujets importants. Mais Marseille,
est une ville qui vote, enfin, il y avait le sénateur Ravier. Donc on sait que Marseille, c'est une ville qui est quand même assez acquise, mais Madame Vassal, qui s'est effondrée, d'hiver droite, elle tombe à 12,4, et le LFI de l'Augu, bon, fait quand même 11,9. À Clermont-Ferrand, le LFI fait 17%, dépasse le RN qui est à 11. À Roubaix, LFI, c'est un énorme succès de LFI, fait 46,6 David Guiraud, alors que Céline Saya de Roubaix, du RN, fait 11,8, alors que en 2020, il faisait 14. Donc il a baissé à Roubaix. À Nancy, LFI fait 11,8. Il n'y a pas de liste RN. À Toulon, alors à Toulon, ça c'est Madame Lavalette. Enfin, Madame Lavalette, elle était donnée gagnante. Elle fait un très gros score, hein, mais elle fait 42,42%. Mais si on voit que le divers droite, José Massy fait quasiment 30%, LR fait, Michel Bonus fait 15,71, et puis LFI l'Union de la gauche, il est tout à fait possible que Madame Lavalette soit en définitive battue, alors que je rappelle que Toulon avait été la ville remportée par le FN il y a une 20 ou 30 ans par le Chevalier. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à ce que l'on nous avait dit, LFI progresse. Il y a une vraie dynamique LFI au niveau national. Comment vous l'expliquez ? Moi, ce qui m'intéresse, François, c'est comment vous expliquez cette progression. Alors moi, ce que j'explique, c'est qu'il y a eu, effectivement, vous l'aviez dit, il y a eu une diabolisation. LFI joue, à notre époque, le rôle que jouait le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Il y a d'ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire, hein, Mélenchon, il fait un peu du Le Pen, mais du Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est-à-dire qu'il a un côté tribunicien, comme on dit, et il dit des choses, voilà. Et comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, il y a eu actuellement, je crois que dans l'opinion publique française, j'allais dire l'idéologie CNews, hein, c'est-à-dire vive Netanyahou, bravo, bombardement des Palestiniens, etc. Ça excite les gens qui regardent CNews, ça excite les électeurs de Zemmour et les électeurs de Sarah Knafo, mais il y a énormément de Français qui ne sont pas d'accord avec ça. Et il y en a un certain nombre, notamment des Français issus de l'immigration, mais pas uniquement, qui sont allés voter LFI. Je crois que les questions internationales ont joué pour beaucoup, et je pense d'ailleurs que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que la droite se pose comme question, c'est d'avoir abandonné le discours qui est en tout cas le mien, le discours gaullien traditionnel, c'est-à-dire que la France, elle fait respecter le droit international et elle appelle un chat un chat. La droite française n'a pas condamné l'offensive, comment dirais-je, américano-israélienne contre l'Iran, alors que c'est totalement contraire au droit international. La droite française n'a trouvé à peu près rien à dire à ce qui s'est passé à Gaza, qui est quand même, et Netanyahou qui est quand même poursuivi pour crime de génocide par la Cour pénale internationale. Or, tous ces débats-là ont été repris, à mon avis, par LFI, et il y a quand même des gens de gauche et d'extrême gauche qui regardent vers LFI. Donc ça, c'est vraiment un point important. Il y a le côté aussi d'envoyer tout balader. Alors que le RN, je pense, paye son alignement sur la Macronie. Et c'est pour ça que je pense qu'actuellement, les médias sont chargés de raconter des carabistouilles. Non, il n'y a pas de dynamique RN, c'est pas vrai. Et les gens qui le croient, vous verrez ce qui se passera à la présidentielle. Les gens qui croient que Bardella va faire 38%, eh ben, c'est comme ceux qui pensaient que Sarah Knafo allait vers 25%. Ils vont être sacrément touchés. D'ailleurs, ça a été toujours le cas au cours des dernières présidentielles. Madame Le Pen, on l'annonçait, elle faisait toujours beaucoup moins que ce qui était prévu. Et vous verrez Bardella. Moi, je circule pas mal en France. On a quand même j'ai beaucoup d'antennes, etc. Dans tous les petits villages de France ou dans les villes moyennes, etc. Tout le monde dit non mais Bardella, c'est pas possible, c'est un gamin. Je ne comprends pas d'ailleurs la stratégie du RN. Moi, personnellement, à mon avis, si j'avais voulu faire des scores à la présidentielle, j'aurais mis quelqu'un comme Louis Alliot. Louis Alliot qui a de la maturité, on l'a vu, il a quand même sécurisé la ville de Perpignan, c'est quand même une ville de plus de 100 000 habitants, c'est quelqu'un qui est au RN, qui a une légitimité, etc. Et voilà, mais c'est pas un gamin. Donc je pense qu'il y a ce phénomène-là, il y a des Français qui ont vraiment voulu envoyer un message de colère générale, et c'est plus avec le RN qu'ils le trouvent, c'est avec LFI. Il y a encore autre chose à dire, à mon avis, sur ces élections qui est intéressant, c'est qu'on a eu un peu
le retour de certains dinosaures. Catherine Trautmann à Strasbourg. Moi, je croyais qu'elle était pas morte et enterrée, je ne souhaitais pas pour elle, mais je croyais qu'elle avait quitté la politique depuis Bénédicte. Pas du tout, elle revient. Alain Carignon à Grenoble. Alain Carignon, qui avait eu des affaires épouvantables de détournement. C'est fou, ça, hein. Ouais. Bon, Alain Carignon à Grenoble. Vous avez, alors je ne parle pas même d'André Santini, qui a 80 et quelques années a un score de plus de 80% des suffrages. On a un peu le sentiment, c'est une autre pulsion de l'électorat, qu'un certain nombre d'électeurs cherchent le retour au bon vieux temps, le retour à quelque chose qu'ils ont connu et ne veulent pas courir de risques. Donc ça veut dire que l'électorat est fragmenté. Vous avez raison. L'électorat est fragmenté. Hein. Vous avez une partie de l'électorat qui veut en découdre avec le discours convenu de tous les médias sur l'Ukraine, contre la Russie, pour les États-Unis, pour Netanyahou, etc. Tout ce discours-là, pour l'Union européenne, etc. Tout ce discours-là, il y a des gens qui vomissent ça et qui sont allés notamment chez LFI et qui ont déserté un peu le RN. Le RN est en voie de macronisation. Vous avez une autre partie de l'électorat qui cherche la sécurité, donc qui vote pour le sortant en se disant bon ben on sait ce qu'on a, donc que ce soit Emmanuel Grégoire à Paris, que ce soit Louis Alliot à Perpignan, que ce soit Édouard Philippe qui a fait quand même un score meilleur que prévu au Havre, on a l'impression qu'il y a une partie de l'électorat qui se dit veut pas courir de risques et quitte à élire des personnes dont on pensait qu'elles avaient complètement quitté la politique. Donc, j'allais dire une espèce de partie de l'électorat frileux donc on voit bien les grandes nuances. Et ce qui reste de la France des boomers, à mon avis, beaucoup, hein, François. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez raison. La France des boomers. Hein. Ce qui est logique, hein. Au seuil de sa vie, on se raccroche au passé. Alors, il y a effectivement, vous l'aviez abordé, un grand sujet et qui va être maintenant deuxième tour. Alors ça, il va falloir regarder ça à la loupe, parce que on se rend compte que dans les deux camps, il y a un problème. Du côté gauche, les très bons scores de LFI, dans beaucoup de cas, mettent la stratégie du PS dans la panade. Le PS, il a besoin de LFI. Il a besoin de LFI. Donc, dans beaucoup de domaines. Donc, la stratégie place publique de Glucksmann, etc., tous ceux, ou d'Olivier Faure qui se pince... Non, Olivier Faure, c'est un peu moins évident. Enfin, tous ceux, style Cazeneuve, qui se pincent le nez des alliances avec LFI, qu'est-ce que ça va donner? On va regarder ça beaucoup à la loupe. Hein, parce que entre les grands principes et puis la réalité des élections, il y a une marge considérable. Donc on va regarder ça de près, et il y a quand même un certain nombre de cas. Moi, je ne vois pas comment le PS ne va pas être obligé de faire alliance avec LFI. Enfin, on va voir quelles sont les tendances. Mais la même chose se passe du côté droit pour savoir qu'est-ce que l'on fait avec le Rassemblement national. Alors, le cas de Paris est un cas très particulier puisque le RN a quasiment disparu, avec 1,6%. Je trouve d'ailleurs, c'est très étrange ce qui s'est passé, c'est un petit peu bizarre. Je pense que M. Mariani a été peut-être sacrifié délibérément par M. Bardella, parce que Mariani, vous le savez, il n'est pas du tout sur la ligne du RN. Hein. Mariani, il est contre le soutien à Zelensky. Mariani a tenu des propos, qui, en matière internationale ou sur l'Union européenne, Mariani tient des propos qui ressemblent beaucoup à ce que nous disons. Sauf qu'il est complètement incohérent, puisque, par exemple, il passe son temps à taper sur l'Union européenne tout en restant dans un parti qui veut rester dans l'Union européenne. Donc je pense que il n'est pas... Enfin, je ne sais pas, mais je verrais assez bien quand même qu'on l'ait envoyé délibérément au casse-pipe. On savait de toute façon que le RN fait des mauvais scores, mais 5% entre 5% et 1,6, il y a quand même une marge. Deuxièmement, Mariani a fait un tweet qui m'a fait un peu sourire amèrement, parce qu'il s'est plaint de son invisibilisation, qui expliquait ce qui est vrai. Si on compare le nombre d'heures consacrées par les grands médias
à Madame Knafo et le nombre d'heures à Mariani, c'est incroyable. Mariani avec 1,6, Madame Knafo fait à 10. Il y a donc un rapport de 7, 7, même pas, de 6 et quelques. Mais Madame Knafo a eu beaucoup plus que 6 fois plus que Mariani. Elle a eu le TF1 20h, comme je disais, elle a été catapultée par les médias. Donc Mariani, lui, ce qui me fait sourire amèrement, c'est que il se plaint de ce que nous subissons. Et d'ailleurs, on a quelque chose, enfin, on revoit les choses, c'est la puissance des médias qui ne marche pas à tous les coups. Enfin, Madame Knafo, c'était quand même une inconnue il y a 2 ans. Le fait qu'elle fasse 10% à Paris, c'est quand même un succès relatif. Mais un succès qui est relatif parce qu'elle a fait le score comment dirais-je, de Zemmour plus un petit peu du FN. Donc en fait, c'est plutôt un échec relatif. Parce que avec le nombre d'heures qu'elle avait en sa faveur, beaucoup de ses partisans pensaient qu'elle ferait 25%, qu'elle allait tout avoir. C'est-à-dire que la médiatisation ne fait pas tout. Mais ce que l'on peut retenir de l'épisode Mariani, c'est que si demain on donnait à Bardella la même couverture médiatique qu'à Mariani, vous verriez le score de Bardella à la présidentielle. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont gonflés avec de façon complètement artificielle. Maintenant, la situation de la droite à Paris, à mon avis, elle est extrêmement difficile, puisque Rachida Dati ne fait que 24 ou 25%, ce qui est quand même très loin d'Emmanuel Grégoire. Et elle ne peut gagner qu'à la seule condition que Bournazel, qui fait mieux que Dati, alors que les médias l'avaient présenté comme une espèce d'ectoplasme, et fait mieux que Knafo, il faudrait que Bournazel et Sarah Knafo se désistent en faveur de Rachida Dati. Donc, à mon avis, il va y avoir des fortes pressions pour que Sarah Knafo se désiste. On va le savoir demain à 18h. Hein. Les listes pour le deuxième tour doivent être déposées demain à 18h. Donc, en fait, comme Mme Knafo a dépassé les 10%, comme M. Bournazel, ils peuvent se maintenir dans une quadrangulaire, en fait. Il pourrait y avoir 4 candidats. Grégoire pour le PS et la gauche. Chikirou pour LFI. Qu'est-ce que je veux dire? Il pourrait y avoir une quinquagulaire, si on peut dire. Oui, c'est ça. Voilà, puisqu'il pourrait y avoir aussi, donc, il y aura forcément Grégoire Dati, et il peut y avoir 3 qui peuvent se maintenir, qui sont Chikirou, Bournazel et Knafo. Voilà. Donc, si les 5 se maintiennent, Emmanuel Grégoire est élu maire de Paris, ça c'est certain. Si Bournazel et Dati et Knafo, se désistaient pour Dati, et si Chikirou ne se désistait pas pour Grégoire, à ce moment-là, la droite pourrait l'emporter. Enfin, ça fait beaucoup de si. Notamment le problème de Bournazel, qui est Horizon, qui est soutenu par... Alors, je sais que Édouard Philippe a exigé qu'il fusionne avec Dati, mais l'intéressé a dit qu'il ne voulait pas... Parce que le problème qu'il a, Bournazel, c'est qu'il a un peu entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ses équipes qui se sont de droite et qui voudraient voter Dati, et une autre partie de ses équipes qui se sont de gauche et qui voudraient voter Grégoire. Donc il est face à une situation qui n'est pas facile à gérer. Mais en attendant, alors je précise aussi quelque chose, parce que les gens n'ont pas l'esprit forcément parfaitement clair sur ce qui se passe à Paris, qui est un peu compliqué. À Paris, jusqu'à 2020, les électeurs votaient pour une liste, donc des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement. Si vous dépassiez un certain pourcentage, vous étiez conseiller de Paris. Moi, je sais ce qui m'était arrivé en 2001. Au deuxième tour, je m'étais maintenu en triangulaire, à la fois face à la liste qui était la liste UMP, etc., et face à la liste de Lanoé. Et donc, j'avais fait 15,8% des suffrages. J'avais donc eu un poste de conseiller de Paris, c'était moi, j'étais tête de liste, et 3 postes de conseiller d'arrondissement, c'était donc moi-même, et les 2 personnes qui me suivaient, il y avait 2 femmes qui se sont retrouvées conseillères d'arrondissement, c'était dans le 19e arrondissement.
Et une fois que les conseillers de Paris ont été élus, on réunissait les 167 conseillers, je crois que c'est 167 conseillers de Paris qui élisaient le maire. Voilà. Les choses étaient claires. Mais là, le législateur a fait un truc, à mon avis, là aussi je comprends pas pourquoi, c'est qu'en fait, il y a deux votes différents. Il y a le vote pour les conseillers d'arrondissement, dans les arrondissements, et il y a le vote pour le maire de Paris spécifique, la personne que l'on choisit. Il pourrait donc se trouver une situation baroque où le maire de Paris, imaginons par exemple que Rachida Dati l'emporte sur, comment s'appelle-t-il, sur Grégoire au niveau de l'élection du maire de Paris, mais en revanche qu'au niveau des conseillers de Paris, qui relèvent du premier vote, il y a une majorité de gauche. Ça, c'est tout à fait envisageable. Je précise d'ailleurs au passage que lorsqu'on dit que Mme Knafo, alors j'ai pas encore regardé je ne sais pas si on a le détail, on le saura aujourd'hui, le détail arrondissement par arrondissement. Mais si j'en crois l'élection présidentielle de 2022, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, Zemmour avait fait 8,2. Il faut voir que c'était un vote extrêmement localisé. Oui, 16e. Zemmour, il avait fait plus de 17% dans le 16e arrondissement. C'est ça, ouais. Mais il y avait tous les arrondissements de l'Est parisien où il avait fait 2. Donc, Madame Knafo, quand elle fait 10, et quelques, elle s'est présentée, elle est pas bête. Elle sait très bien que c'est dans le 16e Nord qu'elle a le plus de chance, donc elle s'est présentée dans le 16e Nord. Donc peut-être que dans le 16e Nord, j'en sais rien, je sais pas combien elle a fait, mais elle fait peut-être 20%, c'est possible. Si elle améliore de 2% le score des Zemmour, elle fait peut-être 20%. Il n'est peut-être, je suis pas sûr, mais on pourrait même envisager qu'elle puisse être élue maire du 16e arrondissement. Je n'en suis pas sûr, j'ai pas les chiffres. Mais en revanche, il y a toute une série d'arrondissements où il y a aucun conseiller d'arrondissement knafoïste, si j'ose dire, reconquête. Il n'y en a aucun. Zéro. Donc, il faut voir que cette élection, elle va être difficile à interpréter, mais telle qu'elle se présente, à mon avis, c'est quand même Grégoire, le Parti socialiste, le successeur de Madame Hidalgo, qui, à mon avis, a de bonnes chances à... Mais on va voir quand même ce que vont faire et Reconquête et Horizon, c'est-à-dire et Knafo et Bournazel, face à Rachida Dati, parce que ça sera quand même très intéressant à voir pour la suite des événements. Voilà. Alors, il faudrait qu'elle fasse le grand écart, Dati, entre Knafo et Bournazel, pour réussir à unifier tout ce beau monde. Ça paraît compliqué. Ah, ça paraît extrêmement compliqué. Ça paraît très compliqué. Mais enfin, vous voyez bien que pour Madame Knafo, la solution n'est pas très bonne, hein, dans tous les cas de figure. Pour Bournazel aussi. Ils n'ont pas un choix mirobolant. Alors, il y a d'autres sujets. Là, je me suis étalé sur Paris. Je suis pas un expert électoral de toutes les villes de France. Mais enfin, par exemple, on va voir à Marseille. J'ai l'information que Knafo fait 22,5 dans le 16e. Là. Ah ben voilà, c'est ce que j'avais dit. Voilà, 22,5, elle améliore le score de Zemmour. Mais je suis bien persuadé que Knafo, dans le 4e arrondissement, dans le 19, dans le 11e, etc., à mon avis, elle doit faire des trucs du style 4-5%. Ça doit être de ce genre-là. Donc c'est vraiment très très localisé. Voilà. Donc on va voir pour ces élections au deuxième tour. Et là, les partis politiques vont être au pied du mur en fait. Un petit mot sur Reconquête que j'avais évoqué. Donc à part Madame Knafo, mais qui a essayé de gommer un petit peu l'étiquette Reconquête. Reconquête fait quand même globalement des mauvais scores. Hein. Je disais Cotterell, par exemple, avec l'alliance avec Debout la France à Toulouse, fait 1,2. J'ai regardé d'autres, je vais pas vous les citer, mais dans les villes où il y avait Reconquête, il fait 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est quand même sensiblement moins que les scores de Zemmour. Hein. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Comment s'appelle-t-il ? Très présent sur les réseaux sociaux, Jean Messia, vous savez, qui se présentait à Évreux, fait 3% des suffrages. Voilà. Donc Reconquête est plutôt sur le déclin, hein, voilà, je pense.
On est tout à fait d'accord, François. Bon, je pense qu'en tout cas, merci pour cette analyse absolument remarquable et qu'on a que sur GPTV ce matin, je pense. Je ne voudrais pas dire, mais quand on voit l'inanité des analyses des grands médias traditionnels ou même des chaînes d'infos en continu, c'est tout à fait pathétique. Alors, je me permets peut-être un petit codici, une petite conclusion, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, alors et l'UPR, etc. Donc, je suis très très clair là-dessus. Nous, on a toujours dit que les élections municipales, c'est pas notre genre de beauté. Voilà. Est-ce qu'on imagine, alors je sais que les gens vont hurler avec la comparaison, mais je le dis quand même, ça fait ressortir. Est-ce qu'on imagine qu'il y a eu des élections municipales en France en 1941, par exemple, et qu'il y a eu des listes France libre? Non, ça le fait pas, parce que la France était sous occupation. Nous considérons que la France est sous occupation. La France n'est plus maîtresse d'elle-même. Nous sommes dirigés par la Commission européenne depuis Bruxelles, par la Banque centrale européenne depuis Francfort, par l'OTAN depuis Washington. La France, voilà, elle n'a plus ça. Donc face à ça, nous, notre combat, je l'ai dit et redit et redit, il est au-dessus du clivage droite-gauche. C'est fondamental à comprendre. Je me permets de le redire encore une fois. Le clivage droite-gauche, il est mis en avant par les médias pour empêcher ce qui s'est passé en 2005, c'est-à-dire 55% de non à la Constitution européenne lors du référendum, qui n'avait pu être obtenu que par une fongibilité, une fusion des électeurs de droite et d'extrême droite patriotes avec les électeurs de gauche et d'extrême gauche également patriotes. C'est ça qui a fait les 55% des suffrages. Et donc, il est fondamental pour l'oligarchie euro-atlantiste, pour les grandes forces qui dirigent la France, d'empêcher qu'il y ait un candidat au-dessus du clivage droite-gauche. C'est la raison pour laquelle il m'arrive ce qui est arrivé à Mariani d'ailleurs, mais enfin lui c'est à mon avis un règlement de compte, mais moi ce qui m'arrive, c'est-à-dire l'invisibilisation complète. Donc c'est bien à tort que des gens qui votent LFI peuvent sauter de joie, parce que je pense que LFI, nonobstant la dynamique dont il bénéficie, je pense objectivement que M. Mélenchon n'est pas éligible à l'Élysée. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y aurait un cas de figure extraordinaire où il y aurait un deuxième tour avec Bardella-Mélenchon. Je ne sais pas ce que feraient les Français. Je sais en tout cas que c'est quelque chose que les gens ont à l'esprit du côté de la droite. Donc, en attendant, entre ceux qui votent Bardella et ceux qui votent Mélenchon, ils votent pour des partis, dans un cas comme dans l'autre, qui veulent rester dans l'Union européenne. Je n'ai pas parlé de LR qui fait un score, et qui n'est finalement pas si mauvais, parce qu'ils ont beaucoup de sortants aussi, hein, donc c'est ça. Enfin, on ne voit pas qu'il y a une grande dynamique. Il y a un score il y a 2-3 scores peut-être ponctuels à souligner. Il y a le score de David Lisnard, qui a fait 81% des voix à Cannes. Alors c'est le maire sortant. Il est populaire. C'est un bon gestionnaire de la ville de Cannes et il a été soutenu par Ciotti contre le RN. Hein, je le signale au passage. Donc David Lisnard, à mon avis, il a un score qui va lui donner encore plus envie, même s'il n'a pas annoncé sa candidature, mais d'être candidat à la présidentielle. À mon avis. Bon. Donc c'est un nouveau Édouard Philippe que certains anticipaient battu. À mon avis, va quand même tirer son épingle du jeu, puisque le candidat du Parti communiste est quand même assez loin. Le RN à 15% des suffrages, il peut se maintenir, mais je vois pas le RN appelé à voter pour le Parti communiste. Ça me paraît bizarre. Donc a priori, Édouard Philippe va être réélu maire de Nantes. Donc lui aussi, ça va lui donner des ailes pour se présenter à la présidentielle. Quant à Retailleau, qui dit que LR a progressé, ce qui est vraiment une vision un peu positive de voir les choses. Enfin, LR n'a pas reçu la gifle que l'on pouvait s'attendre. C'est comme les régionales, hein, ce sont des scrutins nationaux. Donc, comment s'appelle-t-il, Retailleau, plus que jamais, va vouloir être candidat. Donc, moi, je vois qu'il va y avoir quand même à droite la candidature très probable de Bardella, la candidature de Retailleau,
La candidature très probable, je dis candidature de Retailleau parce qu'il l'a annoncé, la candidature très probable également de comment s'appelle-t-il, de Philippe, et la candidature vraisemblable de plus en plus de l'ISNA. Je précise d'ailleurs, si je mentionne ces personnalités, c'est parce que il y a un point qu'il faut jamais oublier en perspective, c'est que c'est pas tout de dire qu'on va être candidat, il faut encore avoir 500 parrainages. Bon, et j'en sais quelque chose. Donc, il faut bien comprendre que les personnes dont j'ai parlé sont des personnes qui sont capables d'avoir les 500 parrainages. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton. David Lisnard, il a un petit parti politique qui s'appelle Nouvelle Énergie. Ils sont très peu nombreux, beaucoup moins nombreux qu'à Juppé, par exemple. Mais c'est un ex-LR. Enfin, on ne sait pas très bien les liens qu'il a avec LR, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est président de l'Association des maires de France. Donc, normalement, il devrait avoir ses 500 parrainages. Monsieur Édouard Philippe, lui, il y a des maires, Horizon, il y a des députés, donc lui, il les a en interne, donc lui, il va très probablement se présenter. Et Retailleau, c'est pareil. Retailleau, en interne, il a les 500 parrainages, et le RN aussi. Ça, c'est nouveau par rapport aux années antérieures. En 2022, Madame Le Pen cherchait encore des parrainages. Maintenant, ils en ont plus besoin. Ils les ont en interne. Donc, on est quand même parti pour qu'il y ait, à droite, au moins 4 candidats. À moins qu'ils trouvent un modus vivendi. Et reste quelqu'un qui n'a pas, dont on a peu parlé au passage, qui est Attal et Renaissance, qui fait des scores qui sont de l'ordre, quand ils se présentent, ils vont des scores de 11%, ce qui est, pour le parti politique du président de la République, qui est tellement détesté, finalement, c'est pas si mal. Je dis que Attal, lui aussi, je crois qu'il a les 5% de parrainage en appuyant sur un bouton. Donc, il faut voir qu'il y a, entre le centre et la droite, il y a quand même un certain nombre de personnes qui peuvent avoir les 500 parrainages et qui peuvent, voilà, et évidemment, il y a un risque de division, voilà. Mais c'est une chose de proposer l'union des droites, comme je l'entends souvent, c'en est une autre de la réaliser, parce qu'en fait, c'est pas uniquement, contrairement à ce que j'entends ici ou là, c'est pas uniquement des guerres d'ego, il y en a, mais parfois ce sont des véritables positionnements politiques un peu différents. Je précise aussi un point, c'est Dupont-Aignan. Dupont-Aignan qui a été réélu avec près de 80% des suffrages. Pas réélu, il a été élu de nouveau. Oui. Voilà, il avait été maire il y a 20 ans de Hyères, dans l'Essonne. Voilà, et il a été de nouveau élu, mais entre-temps, il y avait eu Clodon, son adjoint, qui est à la fois à Debout la France et à LR. Donc, Dupont-Aignan a fait un score effectivement très, très significatif de 80%, mais qui en fait n'est pas significatif parce que il est dans une ville très résidentielle, avec des personnes avec un électorat assez âgé, qui votent très à droite. Et Dupont-Aignan, par miracle, il n'y avait que 2 listes. Il y avait la sienne et il y avait LFI. Voilà. Donc dans ces conditions, que LFI fasse plus de 20% des suffrages, finalement c'est un score assez inattendu. Mais voilà, alors j'insiste, c'est un petit détail quand même, mais qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que par quel miracle n'y a-t-il pas eu de liste LR, de liste Renaissance, de liste RN Reconquête contre M. Dupont-Aignan? Je rappelle qu'il a perdu son poste de député parce que justement il avait eu des listes comme ça, enfin des députés contre lui. Donc voilà, je pose la question. Ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas pu se faire sans qu'il y ait un accord. Il a fait l'union des droites pour le coup. Voilà, il a fait l'union des droites, mais à mon avis, si vous voulez, moi c'est ce qu'on appelle, enfin dans le métier, les gens appellent ça, c'est du donnant-donnant, c'est un marchandage. Voilà. Pour les législatives, peut-être. Ou oui, pour les sénatoriales. Ou pour la présidentielle. Parce que, est-ce que déjà qu'il y a 4 candidats à droite, est-ce qu'il y aura M. Dupont-Aignan qui sera un 5e candidat à droite ou à l'extrême droite? Parce qu'il a fait j'ai fait une vidéo consacrée à ça. Debout la France a fait des liens avec Reconquête ou avec le RN dans plusieurs villes de France. Donc c'est vraiment l'extrême droite. Hein. Je précise aussi, parce que les gens disent oui, vous voulez pas faire une union, mais heureusement, je rappelle que nous, le parti politique que j'ai créé, lui, son objectif, c'est pas d'avoir la gamelle au moment des municipales. Hein, comme j'ai pris cet exemple de Gaulle, il n'allait pas présenter des listes France Libre en 1941 s'il y avait eu des élections municipales. Bon, donc nous, ce que l'on veut, c'est sortir la France, libérer la France,
Et de ce point de vue-là, il faut avoir une certaine vision. Il faut absolument avoir la vision qui convient, c'est-à-dire que seule une alliance des patriotes au-dessus du clivage droite-gauche pourra fonctionner. Et de ce point de vue-là, on ne va pas faire des alliances avec des partis comme M. Dupont-Aignan l'a fait, que ce soit avec le RN, que ce soit avec Reconquête, qui sont des partis classés à l'extrême droite et qui en plus refusent de sortir de l'Union européenne. Enfin, moi, je perdrais, je sais pas, 90% de nos adhérents qui claqueraient la porte. Et voilà. Et pareil d'ailleurs pour la gauche. Hein. Nous aussi, on ne peut pas aller. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je sais que parmi nos adhérents, il y en a un certain nombre qui se sont présentés dans des petites villes, dans des petits villages. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été élus maires. Mais je vais pas m'en prévaloir puisqu'ils ne s'en sont pas prévalus. Vous avez le maire d'Harfleur, le nouveau maire d'Harfleur, qui est un patriote, qui a été élu dans cette jolie petite ville d'Harfleur. Oui, mais on va pas le Havre. Voilà, on peut pas se prévaloir de ça. C'est un peu une arnaque. Non, mais vous donnez des informations. Voilà, c'est des sujets locaux, voilà. Et naturellement, il y a aussi, comme je l'ai dit, cette prime au sortant. Voilà, je crois que là, j'ai été tout à fait exhaustif. Non, pas tout à fait. Je terminerai à un point. C'est que, si vous y réfléchissez bien, la demande des Français d'avoir quand même des personnes d'expérience, la demande des Français, une autre partie des Français, de rompre en visière, de rompre de façon flagrante avec toute la géopolitique actuelle française, l'alignement sur les États-Unis, sur Israël, contre la Russie, contre l'Iran, etc., l'alignement sur la construction européenne, etc., tout ça, ce sont des valeurs qui ont le vent en poupe. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis confiant sur le fait que si je parviens à avoir les parrainages en 2027, je pense que je les aurai, je pense que nous pourrons avoir une offre politique qui sera parfaitement dans l'air du temps. Mais vraiment parfaitement dans l'air du temps. Parce que en fait, j'ai des qualités et des défauts. Mes contempteurs se chargent de dresser tous mes défauts. Mais je crois que j'ai une petite qualité, c'est que je peux attirer d'ailleurs ça se voit dans la composition des adhérents de l'UPR, je peux attirer, et l'UPR plus généralement, nous attirons des Français de tous les horizons. Ça, c'est vraiment important. Hein. Aussi bien des Français de droite que de gauche, d'extrême droite que d'extrême gauche. Et c'est pas de la tarte pour arriver à avoir un parti qui rassemble comme ça pour sauver le pays. Puisque, comme je l'ai dit, c'est vraiment ça, c'est important à comprendre. Voter pour un parti de droite, d'extrême droite, ou par un parti de gauche ou d'extrême gauche, c'est s'assurer qu'au bout du compte, rien ne changera, on restera dans l'UE. Alors, je vais réagir par rapport à ce que vous avez dit, parce que j'ai justement, peut-être pour la conclusion, on n'aura parlé qu'incidemment de géopolitique dans cet entretien, parce qu'il est déjà 10h20, donc on ne va pas revenir sur la situation en Iran, mais j'aurais un élément à vous donner. D'abord, une question de super chat qui est arrivé il y a déjà un moment, il y a plus de 10 minutes, et que je me dois de vous poser. Donc, Corinne la Belge nous pose cette question. Monsieur Asselineau, que pensez-vous de Laurent Louis du mouvement Révolution? Vous savez, l'ancien député belge. Franchement, je ne sais pas. Il était dernièrement sur GPTV dans un plateau de Mike Borowski. Oui, voilà. J'ai vu ça, mais bon, d'abord, c'est un pays étranger. Enfin, moi, je respecte beaucoup. Donc, je sais que c'est un personnage qui est courageux, assez haut en couleur, il faut le dire, assez courageux. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tout ce qu'il a pu dire, mais il a dit des choses qui parfois méritaient d'être dites. Voilà, mais bon, je sais pas. Et si vous voulez, il y a quelque chose. Je voudrais dire quelque chose d'important aussi. C'est que l'élection, surtout l'élection présidentielle, je vous parle de ce que je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. C'est pas se faire plaisir. On peut se faire plaisir. On peut voter pour des gens qui disent des choses épouvantables, qui lancent des pavés dans la mare, etc., etc. Mais au bout du compte, comme il y a un dicton qui le dit, c'est que les élections en présidentielle, elles se gagnent au centre. C'est-à-dire qu'il y a
parmi les électeurs, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de jeunes qui ne votent pas, mais même de toute façon à tous les âges. Les gens n'ont pas forcément envie de confier les clés du pays, et notamment la bombe atomique, mais tout le reste, à quelqu'un dont ils penseraient que c'est quelqu'un d'extrémiste. Ça, je pense que c'est fondamental. C'est hélas pour ça que les Français se sont laissés berner par Macron, parce que Macron a été présenté comme le gendre idéal, le Mozart de la finance, un type qui avait été béni par toutes les institutions, c'était du gâteau, c'était une espèce de nouveau Giscard, et c'est ça. Et en réalité, les Français ont découvert qu'en fait, c'est un extrémiste. C'est quelqu'un qui n'obéit pas du tout au peuple français, qui ne répond pas aux intérêts nationaux français, qui en revanche satisfait les commanditaires qui l'ont catapulté au pouvoir par des sondages truqués. Parce que là aussi, il y a les sondages, ce qu'ont montré les municipales, c'est la fausseté des sondages qui ont systématiquement, d'ailleurs, au passage, minoré LFI, quasiment systématiquement. Et qui ont minoré, d'ailleurs, au passage, aussi Mariani, ils ont minoré les sondages, tous ceux qui s'opposaient à l'ordre établi, en fait. Voilà, c'est-à-dire, et qui, en revanche, ont magnifié les faux opposants. Bien. Mais j'en reviens à ce que je disais. L'élection présidentielle, c'est du sérieux. C'est-à-dire que les gens qui pensent, par exemple, que Mélenchon pourrait être élu en 2027, non, Mélenchon ne peut pas être élu. Parce qu'il y aurait contre Mélenchon une levée de boucliers, pas seulement de l'extrême droite et de la droite, mais du centre, etc., et d'une partie du Parti socialiste. Donc Mélenchon, je suis heureux ou désolé, ça dépend du point de vue des gens qui m'écoutent, ne peut pas avoir 51%. Ça n'est pas possible. Voilà. De la même façon, moi, je ne crois pas du tout que Bardella fera le score qu'on lui donne. Je ne crois pas. Je pense que, d'ailleurs, il a tellement de handicap qu'en fait, il suffit de dégonfler les sondages et faire ce qui s'est passé avec Zemmour. Rappelez-vous les sondages qu'avait donné, toujours IFOP d'ailleurs, avait donné Zemmour à 43 ou 44% au deuxième tour. C'est un sondage de février 2022 contre Macron. En fait, il a fait 7% au niveau national et 8,2% à Paris, Zemmour. Donc, moi, je pense que les sondages font mousser Bardella, et puis le moment venu, en fonction de ce qui leur paraîtra préférable, ils pousseront soit Lisnard, soit Retailleau, soit Édouard Philippe. Voilà. Et dans un duel, que ce soit Retailleau, Lisnard ou Édouard Philippe, dans un duel face à Mélenchon, c'est plié. Voilà. On en prend de nouveau pour 5 ans de nouveau d'Union européenne, de l'OTAN, de l'euro et compagnie, et la France continue à s'effondrer. Voilà. Donc, oui, mais justement, François, moi, c'était mon élément de conclusion, et puis je vous laisserai dire votre dernier mot pour cet entretien, mais c'est un peu la malédiction des souverainistes, je dirais. La malédiction des souverainistes, elle est la suivante, c'est-à-dire que vous avez parfaitement raison, nous sommes en phase d'occupation, sauf que c'est pas une occupation militaire, quoique, c'est une occupation idéologique, intellectuelle, nous sommes occupés dans nos têtes, c'est pire encore, je dirais, que d'avoir la Wehrmacht sur les Champs-Élysées. Parce que on le voit, si vous n'êtes pas dans une logique qui est celle d'être favorable à l'Ukraine de Zelensky, du mafieux Zelensky, si vous n'êtes pas favorable à l'alliance américano-israélienne en Iran, si vous n'êtes pas favorable au grand bienfait de l'Union européenne, eh bien, en réalité, vous êtes totalement invisibilisé. Cette invisibilisation, on l'a vu avec Mariani et le score, même s'il est RN, absolument nullissime, qui a été le sien à Paris. Cette invisibilisation a comme conséquence que finalement, sur des grands thèmes qui sont nos thèmes, à droite, les questions de submersion migratoire. De l'autre côté, en effet, une position qui est la position gaullienne, qui a toujours été la position gaullienne en géopolitique, qui refuse l'alignement avec les Américains, avec le sionisme israélien, qui est repris par LFI. Vous avez cette reprise par LFI de ces éléments, d'une part, pour le Rassemblement national,
tout est à jeter, sauf éventuellement la question migratoire, où quand même, il faut peut-être faire quelque chose. À un moment donné, je veux bien que l'on paie éternellement la colonisation de la France, mais quand même, il y a peut-être des limites. Donc, vous avez finalement des faux partis qui représentent certaines de nos idées, frelatées, édulcorées et perverties, qui ne peuvent pas atteindre la majorité, c'est ce qui est voulu. Donc, en effet, vous avez raison, LFI ne sera pas élu. Et Bardella, on peut se poser les questions du Rassemblement national et sa capacité, encore aujourd'hui, à être élu. Et vous, et nous, quelque part, nous sommes totalement invisibilité. Nous n'existons pas dans ce système politique. C'est un piège diabolique qui, aujourd'hui, fonctionne extraordinairement bien et dont j'avoue qu'en l'état, je ne vois pas la solution avec l'élection. Même l'élection présidentielle, je ne vous cache pas que pour ce qui me concerne, je me pose beaucoup de questions sur l'intérêt même d'aller voter dans une configuration telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, je reviens sur vos propos liminaires. Vous avez parfaitement raison. Et on ne peut pas exister, en tout cas, pas du fait non seulement d'une invisibilisation, mais en réalité d'une véritable situation d'occupation idéologique du pays aujourd'hui. Et c'est terrible. Oui, alors, je comprends ce discours, mais alors là, c'est un discours qui est complètement de désespoir, en fait. À mon avis, pire que tout, c'est de ne pas aller voter. Parce que ne pas aller voter, c'est voter pour l'existant, en fait. Ça, c'est vraiment... Je vois, il y a des gens qui disent c'est terminé, on n'y prendra plus, je ne vais pas voter. Non, ils votent pour l'existant. C'est d'autant plus choquant que, excusez-moi, mais j'ai le sentiment que, avec ma personne et avec l'UPR, il y a vraiment un choix très différent des autres. Voilà. Et qui est constant. On va fêter, que vous l'avez gentiment rappelé, on va fêter nos 19 ans. Depuis 19 ans, personne n'a pu me prendre, ni moi, ni le parti politique que j'ai créé, en contradiction avec nos éléments de départ. Donc, en fait, c'est à portée de main. Je voudrais dire qu'il y a... C'est vrai que les médias, je ne dis pas un mot différent de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a quand même un point important, c'est que le poids des médias mainstream baisse au profit d'Internet. Alors, je note par exemple que comment s'appelle-t-il, Mariani a été invisibilisé à Paris, mais il n'est pas présent sur Internet. Je rappelle que, par exemple, la chaîne sur YouTube du Rassemblement national, ils ont 90 000 abonnés. Et ils doivent avoir quelque chose comme en millions de vues cumulées, quelque chose comme 20 millions. Et moi, je ne vois pas du tout sur TikTok, sur Instagram, je ne vois pas du tout de Mariani. Ça n'a pas existé. Nous, notre stratégie, elle est quand même d'être beaucoup plus présente. Là où le RN a 90 000 abonnés, nous en avons 507 000, la chaîne UPR sur YouTube. Là où le RN doit avoir 20 millions de vues cumulées, nous en avons 120 millions de vues cumulées. Et excusez-moi de le souligner, mais nous sommes présents. Mes directs font systématiquement maintenant plus de 140 à 150 000. On a même fait 220 000 vues toutes les semaines. J'ai beaucoup c'est repris par des internautes que j'encourage à faire par Instagram, par TikTok. On a parfois 500 000, 1 million de vues très vite. Hein. Donc il y a une petite révolution qui est actuellement en cours, qui est la révolution Internet, qui a permis, c'est là l'espoir, qui a permis à quelqu'un comme Georgescu en Roumanie, qui était donné à 1% dans les sondages, de terminer à 22% à la présidentielle. Comment ça marche Comment ça marche en Roumanie et pas en France? Voilà. Alors, non, mais ça, c'est sûr, la Roumanie, c'est le bon exemple qu'il fallait donner. Mais... Voilà, mais pas seulement. Ça s'était passé un peu aussi pareil en Inde avec Modi. Donc là, j'invite... Au bout du compte, il y a un petit peu de la faute des Français aussi. Hein. Il faut que les Français... que toutes les personnes qui sont sur Internet fassent du prosélytisme et dire arrêtez parce qu'effectivement, sinon on va jamais. On a affaire à des gens très intelligents. Hein. Les forces, vous vous rendez compte, la patrie de Louis XIV, la patrie de Clémenceau, la patrie de De Gaulle, qui est au bord de la destruction. C'est pas pour rien. La situation dans laquelle on est, elle n'est pas faite pour rien. C'est parce que tout ça a été très réfléchi, très médité. Et il faut avoir ce courage politique, cette intelligence politique, qui n'est pas évidente, de comprendre que la solution, en fait, c'est une solution qui écarte les gens qui sont présentés dans les médias pour choisir quelqu'un qui est une émanation, en fait,
du peuple français contre les médias du système. Et ça, de ce point de vue-là, il faut aller sur Internet. Et là, j'insiste là-dessus. Si, par exemple, Mariani avait quand même créé une chaîne, il avait fait du YouTube, etc. Bon, à mon avis, il a quand même il a eu un comportement un peu de boomer, hein, c'est-à-dire, en fait, il a pas fait grand-chose. Nous, on essaie voilà, c'est ce que j'espère. Bon, moi, ce que j'espère pour 2027, c'est justement d'être celui qui va troubler un peu le jeu. Voilà. Et c'est très important parce que j'espère être lucide. La probabilité que je sois élu président de la République en 2027, elle n'est pas grande. Je suis d'accord. Mais la probabilité que je fasse un score très significatif, elle grandit. Elle est de plus en plus grande. Et même si je ne pouvais pas être au deuxième tour, ensuite je pourrais imposer aux deux finalistes de se déterminer, par exemple, pour ou contre un référendum sur la sortie de l'Union européenne. C'est des sujets fondamentaux. Donc le vote utile, parce qu'il y a toujours cette idée de vote utile, mais le vote utile, ça sera un silo. Parce que le vote utile, comme on a vu en 2024 pour les européennes, les gens qui ont voté utile pour avoir Bardella ou pour avoir Manon Aubry au Parlement européen, on a vu ce que c'était. Rien, zéro. Ça n'est le vote utile, comme on le dit dans les médias, c'est le vote utile aux milliardaires pour que rien ne change. Le vrai vote utile, c'est le vote qui s'oppose frontalement à cette oligarchie médiatique. Et je ne vois pas pourquoi les Français ne seraient pas capables de faire ce qu'ont fait les Indiens, les Slovaques, c'était un peu pareil, et surtout les Roumains que tout le monde a à l'esprit. C'est-à-dire de comprendre que le vrai débat politique, il est complètement frelaté par les instituts de sondage, il ne faut pas oublier, hein, les instituts de sondage et les médias, et que ce sont les principaux verrous de la situation politique française. Il faut donc trouver la solution pour se développer par ailleurs, et c'est Internet, et c'est aussi, permettez-moi de vous rendre ici un petit hommage, c'est aussi grâce à des émissions comme la vôtre, Nicolas.